Comment le papa impliqué aide-t-il la maman dans sa carrière? Comment encourager les entreprises réfractaires à mieux reconnaître la place du père salarié? Ces questions sont évoquées dans mon podcast qui donne la parole aux papas, ceux-là qui sont soucieux de ne pas sacrifier le bien-être de leur famille sur l'autel des obligations professionnelles. Je suis Clarisse Magnécou, coach professionnel certifié, maman de 2 formidables enfants. J'accompagne les femmes salariées ou entrepreneuses à concilier au mieux au quotidien la vie privée et la vie professionnelle. Et si nous écoutions aussi les papas, nos alliés? Bienvenue dans mon podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Thomas. Bonjour. Bienvenue dans cet épisode de mon podcast. Veux-tu bien te présenter s'il te plaît? Oui, alors donc je m'appelle Thomas, je suis un homme de 35 ans, j'ai 2 petites filles de 3 ans et 1 an et je travaille en tant que ingénieur dans le secteur des données de l'énergie pour une organisation internationale. En tant que salarié d'une organisation internationale, comment ça s'est passé pour ton congé paternité? Alors, les organisations internationales ne suivent pas le droit de là où elles sont situées, donc en l'occurrence le droit français. Au moment où j'ai rejoint l'IEA, qui donc dépend de l'OCDE, et le congé paternité était déjà fixé à 28 jours, donc comme ce qui a été le cas par la suite en France. Cependant, quand j'ai rejoint l'IEA, ma fille aînée avait 3 semaines. Je n'ai donc pas profité d'aucun congé paternité. Ils ont juste accepté de décaler la date de mon début de contrat pour que j'ai un peu plus de temps à la naissance de ma fille. Et l'autre spécificité qui est pas liée à l'organisation internationale, qui est liée tout simplement au contexte de l'année 2020, c'est que ma fille aînée est née en période de sortie de confinement, si je ne dis pas de bêtises, ce qui fait que, bien que je n'ai pas eu de congé plus long à ce moment-là, j'étais en 100% en télétravail, ce qui quand même fait une grosse différence sur on va dire, la capacité à s'occuper de son enfant quand il naît. Et pour ma deuxième fille, j'ai donc eu d'abord les 28 jours de congé payés. Et par la suite, j'ai fait une demande de congé exceptionnel sans solde et j'ai demandé des aménagements. En fait, on a une règle à l'OCDE qui est assez bien, qui est que quand on a des enfants en dessous de 3 ans, on peut demander à passer à temps partiel. C'est pas forcément accepté, mais on peut en faire la demande. Et donc ça, jusqu'à ce que l'enfant ait 3 ans, on peut faire cette demande avec une modulation possible du temps partiel. Et donc moi, j'ai fait une demande un peu bizarre peut-être d'un point de vue des ressources humaines. J'ai demandé à être 2 mois à l'arrêt complet. Donc j'ai pris 2 mois de congé supplémentaire. Ensuite, pendant 2 mois, j'étais à 50%, ce qui était vraiment très bien. Et ensuite, pendant 2 autres mois, j'étais à 80% en gardant donc 1 jour off par semaine. Et ensuite, je suis reparti à temps complet. Depuis donc que ma fille elle avait 8 mois quand je suis repassé à temps complet. D'accord. Est-ce que tu connais par hasard le taux de papas à l'OCDE qui prennent ce type de congé au-delà du congé paternité classique? Alors, je connais pas le taux, je sais pas les chiffres. Ce que je sais, c'est que l'acceptation de ces demandes de congés exceptionnels dépend très très fortement du management, c'est-à-dire de la chaîne hiérarchique au-dessus. Moi, j'ai eu 2 chances. La première, c'est que j'ai fait ma demande relativement tôt, relativement en amont. Je l'ai faite en juillet pour un congé exceptionnel qui commençait en janvier. Ce qui a permis en particulier aux dispositions des ressources humaines et de la finance de trouver des arrangements. Et la deuxième chose, c'est surtout que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une chaîne hiérarchique qui m'ait soutenu, et en particulier, je dois le dire, un homme à la tête de ma division qui a, on va dire, œuvré pour que ma demande soit acceptée et soit si besoin modulée, de sorte à ce que ce soit acceptable pour l'organisation et pour le travail d'équipe. Donc je comprends le rôle que peut jouer une chaîne hiérarchique soutenante. Ah oui. Donc un rôle important dans la reconnaissance de la place du père
en entreprise ou en organisation internationale. Thomas, comment as-tu utilisé cette période de présence auprès de tes filles? Alors, c'est une bonne question. D'abord, j'ai essayé d'avoir le plus de temps disponible pour m'occuper vraiment de mon enfant, pour l'accueillir, pour le rencontrer, pour m'en occuper au quotidien. Et j'ai essayé aussi de donner un maximum de temps et de place possible à mon épouse qui, un accouchement, c'est quand même physiquement un moment intense pour le moins, même quand ça se passe très très bien. Et donc lui laisser un maximum de temps pour se reposer. Aussi, elle a allaité pendant une période assez longue, pendant 6 mois ou 7 mois, ce qui rajoute de la fatigue et ce qui rajoute aussi évidemment un rythme dans lequel je suis pas forcément partie prenante à 100%, dans le sens où quand l'enfant se réveille à 3 heures du matin et qu'il veut manger. Alors pour ma fille aînée, on avait trouvé une organisation avec mon épouse qui était que je faisais le biberon de la nuit, ce qui me donnait un temps spécial avec ma fille. Pour ma deuxième fille, même si j'étais en congé, ma deuxième fille a refusé catégoriquement tout biberon. Donc on est resté à l'allaitement à 100% pendant un certain temps, ce qui était plus fatigant pour mon épouse. Donc j'ai vraiment essayé de passer le plus de temps possible à la soutenir, à m'occuper de la maison et à m'occuper évidemment de notre fille aînée qui, elle, avait des demandes évidemment toujours présentes, voire grandissantes pendant cette période. Et donc passer un maximum de temps avec elle. Je voudrais juste préciser une chose qui est, je crois, importante, c'est que cette période où j'ai été à 100% à la maison n'a pas forcément du tout été une période facile, à mon désespoir, j'ai envie de dire. C'était très intense, très fatigant, et en fait assez frustrant sur un certain nombre de choses parce que les temps passés avec les enfants étaient, je pense, à cause de la fatigue, pas toujours des temps de qualité. Et puis sans doute aussi parce que j'avais prévu dans les temps où ma fille aînée était à la crèche et où la deuxième dormait, ou voilà, de faire un certain nombre de choses pour la maison, pour la vie ensemble, et qui sont des choses qui ont, pour un certain nombre d'entre elles, pas beaucoup avancé pendant cette période. Donc, tout ça a généré un peu de frustration et un niveau de satisfaction à la fin pas aussi élevé que ce que j'imaginais au départ, en me disant que j'allais avoir 2 mois pour prendre soin de mes filles et de ma famille. Non, je comprends, Thomas. Donc le cliché selon lequel être à la maison lorsque les enfants sont en bas âge, c'est passer quelques jours de vacances. C'est voilà, tu démontres clairement que c'est un cliché qui est infondé. Alors non seulement c'est un cliché qui est infondé quand ils sont en bas âge, c'est infondé même quand ils sont à la crèche ou à l'école. Alors quand ils sont en bas âge, évidemment, c'est quand même un travail permanent en fait, la nuit y compris, ce qui est parfois difficile, mais ça dépend aussi beaucoup des enfants. Mais même quand ils sont à la crèche ou à l'école, en fait l'école c'est quand même un planning qui est assez court dans la journée, et il reste, le temps file assez vite. On n'a pas beaucoup le temps de faire autre chose que de s'occuper simplement de la maison et ce genre de choses. Et je dois dire que je sais vraiment pas bien comment font les gens qui travaillent à temps plein, qui n'ont pas forcément de possibilité de télétravail, et qui ont des horaires, possiblement un peu étendus, voire un peu décalés, etc. Je sais pas bien comment est-ce qu'ils font pour arriver à la fin de la journée et pas être excédés à la moindre frustration exprimée par leur enfant ou ce genre de choses. C'est vraiment très intense. Oui, merci de mettre en lumière la frustration, la fatigue liée aux responsabilités domestiques et parentales. Hein. C'est une réalité. Et oui. Chacun fait son mieux, d'où la nécessité de faire équipe en famille pour répartir au mieux la charge mentale. Oui, et c'est, on va dire, la volonté ne suffit pas. C'est vraiment difficile, je trouve, par exemple sur la charge mentale,
des repas. Personnellement, je trouve que c'est un élément qui est difficile de réussir à lutter contre, en fait, les constructions dans lesquelles on a grandi. Et je dis ça alors que j'ai grandi avec une mère seule et donc qui nous a élevés en faisant tous les rôles, peu de choses près. Et de se retrouver en fait face à ses propres contradictions quand on se rend compte que on partage pas les choses équitablement, même si on y travaille, même si on fait des efforts, même si on lutte contre ses propres automatismes, de se retrouver quand même face à ces contradictions, et c'est difficile au quotidien de lutter contre ça. Et évidemment faut le faire, hein. C'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas le faire, au contraire. C'est intéressant, c'est parfois amusant, mais c'est souvent quand même un peu frustrant et un peu c'est long, ce chemin en fait de déconstruction. Avec du recul, comment tu vois le chemin de ta mère solo, parce que tu viens de dire justement d'expliquer dans quelle configuration tu as grandi. Alors donc en fait, pour préciser, j'avais une mère qui était seule au quotidien. Mon père était simplement dans un autre foyer. Et je le voyais occasionnellement. Mais ce dont je me rends compte, pour répondre à ta question, ce dont je me rends compte, c'est je me demande simplement comment est-ce qu'elle a fait. Comment est-ce qu'elle a fait pour élever 2 enfants en ayant un emploi à temps plein et en ayant des horaires d'une personne qui travaille, qui rentre de sa journée possiblement à 6h30 ou 7h, de concilier sa vie à elle quand même, qui continuait avec des amis, des activités, des envies diverses et variées personnelles. Les demandes de ces enfants qui, quand je vois avec le recul comment on a gagné assez rapidement en autonomie, je pense, mais on avait quand même vraisemblablement un certain nombre de demandes. Je pense que le fait qu'on soit 2, je suis une fratrie de 2, je suis une fratrie de 5, mais donc je vivais avec un frère plus grand. Je pense que ça aide pour s'occuper tout simplement, parce que dès qu'on avait, j'ai des souvenirs dès que j'avais, 4-5 ans, très clairement, ma mère pouvait faire une sieste avec mon frère, on jouait et on s'occupait et tout allait bien. Mais je sais pas bien comment est-ce qu'elle a fait pour concilier tout ça, sans se perdre, sans s'énerver, en s'énervant quand même un peu, hein, évidemment, mais en restant disponible pour nous. Force à elle. Thomas, si on revient sur la naissance de tes filles, à quel moment t'es-tu senti devenir père? C'est une bonne question, c'est une question compliquée parce que finalement c'est quelque chose d'assez graduel. Alors, pour ma fille aînée, on avait l'avantage d'être assez disponible et d'être en confinement pendant une bonne partie de la grossesse de mon épouse, ce qui fait qu'on a pu vraiment profiter de ce moment entre guillemets, d'adaptation face au concept et au fait qu'il y a un petit être qui est en train de bouger sous cette peau et dans ce ventre. Et donc la rencontre, de ce point de vue-là, je pense, a commencé assez tôt. Je crois qu'un des éléments que je trouve assez frappant sur le fait de se sentir père, c'est finalement, j'ai envie de dire, le regard social, le regard des autres. J'ai par exemple le souvenir précis de sortir de chez moi avec la poussette, avec ma fille dans la poussette, et de me voir, avec une sorte de détachement, de me voir être ce mec avec une alliance en train de pousser une poussette avec un bébé, et de percevoir le décalage entre la vision que j'avais de moi-même, on va dire, d'un jeune homme autour de 30 ans, et en fait de me voir être ce père que je voyais les autres être dans la rue. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est le fait de décalage, et c'est le fait de voir comment les autres pouvaient me percevoir qui m'a aussi aidé à me rendre compte qui j'étais en tant que père et dans cette société. Et j'ai un peu la même chose parfois au boulot. J'ai beaucoup de collègues qui sont pas parents, et on est quelques-uns à avoir des enfants, en particulier en bas âge. Et c'est vrai qu'on se regarde les uns les autres, et il y a des choses qu'on dit et on sait que l'autre comprend. Et c'est ce rapport-là
aux autres, je trouve, qui aide beaucoup à percevoir qu'on est père et que cet enfant va évidemment rester là et continuer de nous appeler papa et de nous demander des trucs en permanence. Donc j'entends que le regard des autres t'a également aidé à prendre ta place de père d'une certaine manière. Oui, parce qu'il y a évidemment le quotidien, les réveils la nuit qui, par exemple, font qu'on a des automatismes, qu'on commence à prendre un rythme, ce genre de choses qui font qu'on se sent père dans le quotidien. En tout cas, que je me suis senti père dans le quotidien. Mais en fait, je trouve qu'avec le fait d'être parent, et je pense que c'est vrai aussi pour les mêmes, même si ça s'exprime différemment, je pense qu'avec le fait d'être parent, il y a un statut social qui arrive. De la même manière qu'avec le fait d'être en couple depuis longtemps, installé avec quelqu'un, par exemple, il y a une sorte de regard social, de statut social qui s'impose et qui joue dans le sentiment qu'on peut avoir soi-même d'être père. Et au travail, au sein de l'OCDE, le fait d'être père a-t-il eu un impact sur tes missions, sur l'organisation du travail, sur l'interaction avec tes collègues? Alors, ça n'a pas eu trop d'impact sur mes missions. Je dirais que, d'abord, bien évidemment, ça a un impact sur, on va dire, ma disponibilité mentale. C'est-à-dire que, avec l'arrivée de mes enfants, mon travail est devenu, d'une certaine manière, une priorité moins importante dans ma vie, nécessairement. Et pour revenir aux interactions avec les collègues qui sont parents, d'abord, je crois que le Covid a eu un impact sur comment les gens perçoivent l'importance de leur vie de famille, parce qu'ils ont passé beaucoup plus de temps que ce qui était prévu au départ et que ce qui était réalisé jusqu'à présent avec leurs enfants. Mais pour les parents de jeunes enfants qui ont donc vécu plus ou moins avec leurs enfants pendant le Covid ou les enfants sont arrivés après, je crois que c'est juste effectivement je présuppose que ces gens comprennent ce que je dis quand je parle de mes enfants. Et donc, et c'est 99% du temps le cas. C'est-à-dire que si je dis je suis fatigué, on n'a pas très bien dormi, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, ou moi quand je n'avais pas d'enfant, ne pense pas plus que ce que je viens de dire. Et quelqu'un qui a des enfants et qui l'a déjà vécu, potentiellement se projette plus et donc beaucoup plus en empathie et on peut parler un peu plus sans doute en détail de comment on vit les choses et de nos émotions. Alors qu'avec des gens qui sont pas parents, ils vont comprendre, mais ils vont pas forcément être capables autant de se projeter. Et je ne leur reproche pas du tout, évidemment. C'est juste un constat, de la même manière que quelqu'un qui a vécu un deuil, parlant à quelqu'un qui a vécu un deuil, ne parle évidemment pas de la même manière que quelqu'un qui n'en a pas vécu ou pas de près. Comment, Thomas, l'organisation familiale a été repensée après la reprise du travail par la mère? Alors, j'ai la chance, je crois, que mon épouse ait repris le travail à temps très partiel et seulement assez longtemps, finalement, après la naissance de ma première fille. Si bien que une partie des activités de la maison sont restées d'une certaine manière à peu près comme elles étaient. Je pense que ce qui a plus joué finalement, c'est le moment où moi j'ai repris le travail, puisque quand j'étais arrêté, j'avais évidemment autant de temps que je voulais pour m'occuper de la maison et en particulier des tâches domestiques et de la charge mentale qui va avec. Au moment où j'ai repris, il a fallu rééquilibrer les choses de sorte à ce que mon épouse ne récupère pas tout, parce que c'était pas du tout le but. D'autant qu'il y avait évidemment énormément de tâches et de charges en plus. Et en même temps que ce que je trouve difficile, c'est d'équilibrer le temps que je prends pour m'occuper de la maison et le temps que je prends pour passer du temps avec mes enfants. Je vais prendre un exemple très simple. Je rentre du travail, imaginons il est 7 heures. J'ai le choix entre passer un peu de temps avec mes enfants et en particulier donner du temps aussi à mon épouse pour qu'elle ne soit pas 100% avec les enfants, ou m'occuper de préparer à manger. Et cette difficulté-là a un peu généré des tensions forcément. Et je crois que j'ai toujours pas bien trouvé l'équilibre parfait. En fait, il faudrait
je pense que je prenne plus de temps quand les enfants ne sont pas là, donc quand les enfants sont couchés par exemple, pour me faciliter la vie pour plus tard dans la journée du lendemain. Mais malgré tout, c'est pas évident. Après, il y a des choses qui se sont réparties aussi simplement par affinité. Par exemple, je suis quelqu'un qui est assez organisé et qui aime bien tenir un planning. Donc, par exemple, les rendez-vous médicaux des enfants, il y en a un paquet. Il y en a pas mal que je prends ou dont je m'occupe. Et après, on s'est organisé avec mon épouse, avec un emploi du temps en commun pour se passer les informations. On a essayé aussi que je puisse aller à un maximum de rendez-vous médicaux en sachant que il y en a un certain nombre où je savais que travaillant et mon épouse travaillant à temps très partiel, il y en a plus qu'elle ferait dès qu'elle retravaillerait. Donc voilà, on a essayé d'équilibrer les choses un peu comme ça, mais malgré tout, c'est pas évident. Et on a régulièrement évidemment des discussions pour réadapter, pour modifier certaines choses qui en fait à la longue sont potentiellement pénibles ou pour voilà, partager comment on vit les choses sur cette répartition des tâches qui est de facto inégale liée au fait que notre temps de travail est inégal. Mais mon épouse va retravailler prochainement et donc il va falloir là aussi réadapter, se poser des questions et réfléchir à comment on organise la vie de famille pour que tout le monde y trouve sa place. J'entends, Thomas, le rôle du dialogue pour permettre des ajustements en cas de besoin, vous adapter aux impondérables, au quotidien. Donc, c'est ça. Ouais, c'est comme avec tous les sujets de la vie à plusieurs, en fait, que ce soit de la vie de couple ou de la vie autre. Communiquer, essayer de dire. On essaie vraiment de se dire les choses, d'évoquer le fait qu'il y a un sujet quand c'est à chaud, mais pas forcément de régler le sujet quand on est à chaud, parce que souvent c'est pas le bon moment. Par exemple parce que les enfants ont des demandes et que nous on est fatigués ou frustrés ou énervés, et donc d'en rediscuter éventuellement un peu après. En ayant eu le temps, en sachant que le sujet existe, et donc en ayant eu le temps aussi de la réflexion chacun de notre côté. Comment décrirais-tu ta place de père? Comment perçois-tu cette place? Comment je perçois cette place-là? Oui. Alors c'est difficile de répondre à cette question parce qu'il y a comment je le perçois, comment je l'espère, on va dire, et puis il y a sans doute une réalité qui est encore autre chose. J'aimerais, on va plutôt le dire comme ça, j'aimerais réussir à être un papa qui soit là pour toutes les parties de la vie de mes enfants. Pas forcément tout le temps, c'est pas la même chose, mais de participer à toutes les parties. Par exemple, je suis très content d'accompagner ma fille à l'école le matin. J'aimerais être là plus souvent pour aller la chercher à l'école. Malheureusement, c'est à 4h30, donc c'est exceptionnel que je puisse le faire. J'aimerais pouvoir le faire plus. J'aime jouer avec mes enfants. J'aime beaucoup, par exemple, le temps du bain avec mes enfants. Je trouve que c'est un moment agréable pour tout le monde. Mais pour autant, j'ai envie d'être là aussi pour leur changer des couches, pour les habiller, pour leur donner un médicament quand ils sont malades au milieu de la nuit. Et j'aimerais réussir à avoir cette place où on n'est pas un parent s'occupe de certaines choses et l'autre d'autres. Alors évidemment, il y a des affinités et des organisations qui font qu'on est plus ou moins présent sur certaines parties de la vie de nos enfants. Mais j'aimerais par exemple, je trouve ça absolument essentiel de pouvoir être un papa qui m'occupe de mes enfants quand mon épouse n'est pas là. Et de pas avoir à poser des questions, de pas avoir à organiser les choses à l'avance en m'appuyant sur mon épouse pour qu'elle fasse des choses, qu'elle prépare des choses pour moi à l'avance, ce genre de choses. Je trouve ça vraiment important. Et vraiment important parce que ça montre à quel point je suis un parent à 100% et pas un deuxième parent. Et comment ferais-tu, Thomas, pour y parvenir? Alors, déjà, j'essaie de dégager du temps systématiquement quand je le peux pour être là pour mes enfants. Et j'essaie aussi parce qu'on a des réflexes dans les deux sens, c'est-à-dire que mon épouse aussi a
on va dire, des habitudes ou des automatismes. Par exemple, qui veut que, en général, quand elle s'en va, que ce soit pour une soirée ou pour un week-end, elle me prémâche le travail sur un certain nombre de choses. Et j'essaie aussi de la pousser à ne pas s'en occuper. En fait, à prendre soin de préparer son week-end et pas mon week-end. Et à l'inverse, d'être là au maximum pour préparer les temps où moi je serai pas là. Pour essayer que justement il n'y ait pas cette dépendance de l'autre parent, justement, pas du deuxième parent. Thomas, comment réagit-elle quand tu évoques le sujet avec elle? C'est un automatisme qu'on retrouve finalement dans de nombreuses familles. Oui. Alors elle est tout à fait consciente du sujet, d'accord avec le fait que c'est aussi ma place et que voilà. Malgré tout, c'est des automatismes et du coup c'est un peu comme ce que je disais avec la déconstruction d'un certain nombre de mes automatismes. Je trouve ça toujours frustrant parce que on peut y passer beaucoup d'énergie et beaucoup de temps et l'automatisme n'est jamais très loin de quand même. C'est vraiment, je trouve, difficile de le déconstruire complètement et de sortir de ces schémas-là dans lesquels, en fait, on baigne de toute façon par, même si on regarde plutôt on fait attention à ces sujets-là dans les films, dans les séries, dans les livres, ce genre de choses. En fait, je crois qu'on est quand même beaucoup ramené. Donc, le rééquilibrage est lent. C'est frustrant, cette lenteur. J'aimerais bien, dans la clé de baguette magique, faire paf, ça y est, allez hop, on dégage les vieilles habitudes, les vieux automatismes, et on rétablit les choses où on a pleine conscience de ce qu'on est en train de faire et de pourquoi on est en train de les faire. Si mon épouse me dit là j'aurais besoin d'aide pour préparer ça à l'avance, etc., viens on le fait ensemble, très bien. Mais que ce soit pas des automatismes de c'est normal, ça va être elle qui va le faire, ou c'est normal, ça va être moi qui vais le faire. Oui, tu soulignes là un sujet très important parce que nous sommes un petit peu tous enfermés dans nos propres automatismes et faire un pas de côté de temps en temps, ça aide justement à prendre un peu de hauteur et à essayer de faire autrement. Ouais. Et je trouve vraiment un travail long et fastidieux en fait. Justement, Thomas, si tu avais une baguette magique, comment te représenterais-tu idéalement la paternité en étant salarié? Alors, idéalement, si j'avais une baguette magique, on passerait tous, dès qu'on est parents, cette règle de l'OCDE là qui permet de passer à temps partiel. Je pense ça devrait pas être une règle de pouvoir le demander. La règle, ça devrait être on passe à temps partiel. En fait, je trouve que les premières années, alors ceci peut-être parce que je suis dans les premières années de la vie de mes enfants, mais je trouve que les premières années de la vie des enfants est tellement importante, mais aussi tellement importante dans la relation qu'on crée avec eux, dans le fait qu'elles se sentent autorisées à me demander des choses, à s'appuyer sur moi, que ce soit pour des activités ou pour des émotions ou pour peu importe. Tellement important que je pense qu'on devrait automatiquement passer à temps partiel et prendre conscience collectivement que c'est un moment où on doit mettre le travail un peu de côté. Parce que quelque part c'est trop important pour faire de nos enfants des gens en bonne santé, équilibrés, et aussi sans doute un peu plus déconstruits vis-à-vis d'un certain nombre de ces automatismes dont on parlait juste avant. Et je crois que j'aimerais bien qu'on automatiquement on passe tous ceux qui sont parents, je sais pas, les 2 premières années par exemple, à ça, mais pas forcément à temps partiel à 50%, mais même déjà 80% ou quelque chose comme ça, et avec la possibilité éventuellement de prendre plus si on peut, mais cette possibilité d'avoir plus de temps et de dire là c'est le moment en fait où je vais m'occuper de ma famille. C'est un moment important et c'est automatique pour tout le monde. Et comme ça on prend tous l'habitude de le faire, de prendre ce temps-là. Et aujourd'hui, avec du recul, comment tu aiderais un jeune papa à concilier la vie privée et la vie professionnelle?
crois qu'il faut avoir la chance d'avoir un emploi dans lequel la chaîne hiérarchique est un petit peu compréhensive. Mais j'encouragerais, enfin, j'ai des collègues là qui sont papas depuis 2 mois, les encourager à prendre des congés exceptionnels, à prendre du temps en plus, à faire ce pas de côté qui dit, en fait, l'entreprise, elle va s'en sortir sans moi, il n'y a pas de problème. Et se donner ce temps-là qui est exceptionnel, en fait, du moment où les enfants sont vraiment tout petits et où ce dont ils ont sans doute le plus besoin, c'est qu'on soit là et qu'on leur fasse des câlins, qu'on leur sourit. Je vais maintenant te demander, Thomas, quelle héroïne tu aurais aimé être? Alors, c'est une bonne question. Avant cette discussion, j'avais des idées qui sont pas tout à fait les mêmes que celles que j'ai maintenant. Disons que avant d'avoir cet entretien, j'aurais dit quelqu'un qui en fait a, si je schématise, a pris la place d'un homme. Je pense à Marie Curie qui a envoyé bouler un certain nombre de scientifiques, qui a eu 2 prix Nobel et qui a dit voilà, la science en fait les femmes peuvent le faire aussi. Elle est évidemment pas la seule ni la première, mais j'aime bien cette force. Mais quelque part, elle a pas du tout eu ce rôle. Enfin, elle a sans doute eu ce rôle de parent quand même évidemment, mais ça n'est pas ce pourquoi c'est une héroïne aujourd'hui. C'est pas parce qu'elle a été la mère de Irène. Et j'aurais aimé trouver une héroïne qui est une héroïne parce qu'elle est une mère. Et là, j'en ai pas. Je comprends. Quelle question je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose, Thomas? Là, j'ai pas de bon exemple en tête. J'avais envie de discuter cette histoire de construction qui fait qu'on a des automatismes contre lesquels on lutte, mais on en a bien parlé. Donc non, j'ai pas de questions en plus. Merci Thomas. Tu as évoqué par des exemples concrets le poids des conditionnements sociaux dans notre quotidien. Les déconstruire, c'est complexe, ça prend du temps, mais ce n'est pas impossible. Cela passe par la prise de conscience, l'auto-analyse, l'écoute empathique. Ton épouse et toi êtes déjà en chemin. Bravo. Et c'est la prise de conscience collective qui permet ensuite de faire évoluer les mentalités à une échelle plus large. Bien sûr. Et ce que je trouve frustrant, c'est que finalement, sans doute, la déconstruction de ces schémas va avec la construction de nouveaux schémas. C'est un peu un travail perpétuel finalement. Je pense à les générations précédentes qui ont déconstruit un certain nombre de schémas pour qu'on en soit là aujourd'hui et qui du coup ont construit d'autres alternatives dans lesquelles on s'est potentiellement engouffré et qu'on essaie de déconstruire aujourd'hui. C'est sans doute normal qu'on ait ces schémas-là, c'est sans doute même constructeur. C'est difficile de construire un schéma dans lequel on s'autorise à se dire on va pouvoir déconstruire ce schéma demain. Et ça a été facile pour toi, Thomas, de demander à ta hiérarchie justement la prise de ce congé exceptionnel pour être présent auprès de tes enfants et de ton épouse? Alors, ce qui a été facile, c'est que j'en avais discuté de manière informelle avant avec ma hiérarchie et donc j'avais pu un peu tâter le terrain du niveau de soutien. Ce qui a été difficile, c'est qu'au-delà de ma hiérarchie directe, je travaille dans une organisation qui est assez large et disons que par exemple quand j'ai demandé au service des ressources humaines quels étaient les précédents d'autres papas dans l'organisation qui avaient fait ce genre de demande, j'ai pas eu de réponse. Et ça m'a un peu dérangé et potentiellement freiné dans ma demande. Alors je l'ai faite quand même et j'ai eu la chance qu'elle soit acceptée telle que je l'ai demandé. Et je suis vraiment très reconnaissant d'avoir eu cette chance parce que je sais que c'est évidemment pas du tout la chance de tout le monde. Mais quelque part, j'aimerais que une organisation internationale qui
promeut aussi l'égalité homme-femme et qui travaille sur ces sujets-là soit plus volontaire finalement dans le fait de donner cette opportunité sans forcément qu'on ait besoin de la demander. Je trouve ça ok, mais qu'elle soit suggérée plus régulièrement et de manière plus appuyée, ce serait vraiment, je pense, intéressant pour que tout le monde trouve ça normal aussi. Mais bravo à toi d'avoir écouté ton envie d'être présent auprès de ta famille, de créer un lien fort avec tes filles et d'avoir formulé cette demande. Merci. Oui, j'avais vraiment très envie je crois que j'avais très envie d'être parent. Et donc j'ai effectivement suivi cette envie et j'ai essayé de me donner les moyens de passer le plus de temps possible avec mes enfants, bien que encore aujourd'hui j'aimerais en passer plus de temps avec eux. Et on a quand même un certain nombre de contraintes diverses et variées. Et comment tu te décrirais aujourd'hui? Es-tu un père épanoui, Thomas? Alors je dirais oui, bien qu'il y ait toujours des marges d'amélioration. J'aimerais à l'avenir passer à 80% par exemple sur une période relativement longue, sur plusieurs années, pour avoir aussi du temps de qualité qui soit pas seulement le soir et le week-end, ce genre de choses. Mais oui, globalement, je suis très heureux du cadre dans lequel je permets à mes filles de grandir. Thomas, c'est la fin de notre entretien. J'ai retenu le soutien de l'employeur pour aider le père salarié à équilibrer sa vie privée et sa vie professionnelle. La difficulté à être disponible mentalement, surtout lorsqu'on a des enfants en bas âge. La difficulté à déconstruire ces automatismes dans lesquels on baigne depuis très longtemps et qui freinent le partage équilibré de la charge mentale. C'est très important, dans tous les cas, pour l'équilibre de la famille, que chacun fasse au mieux pour prendre sa part. Absolument. Et je crois que j'ai la chance d'être dans un cadre où je peux me permettre de faire ce genre de demande et d'ajustement, et j'ai parfaitement conscience que l'immense majorité des gens a potentiellement moins de flexibilité que moi. Thomas, ça a été un grand plaisir de t'écouter et de voir comment est reconnue la place du père salarié dans une organisation internationale comme l'OCDE. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience vraiment enrichissant. Merci aussi d'avoir partagé ton chemin de père avec nous. Merci beaucoup de cette opportunité de partager tout ça. Merci, bonne journée Thomas. Bonne journée, au revoir. Chers auditeurs, un grand merci pour votre écoute. Pour soutenir mon podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi le partager ou mettre des commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn. Je vous dis donc à très bientôt.